Sunderlight Production. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Tony Noël. Et Tony est au café aujourd'hui. Alors, on n'est pas dans la même ville. Tu es toujours en train de bouger dans tous les sens, Tony. Salut Julien. Bonjour. Je bouge pas mal. Ouais. Donc là, je viens d'arriver à Arles. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire à Arles? C'est un secret ou on peut en parler? Non, c'est pas un secret. Non. Je vais vraiment voir les photos. On va dire. Je vais passer chez Leica et chez Sigma, donc avec qui je bosse un petit peu. Donc voilà quoi. Donc et ça me permet de découvrir aussi ce grand festival qui est très très connu, qui est très réputé d'ailleurs. Donc on va aller voir ce qu'il y a à regarder quoi. Il a déjà commencé le festival? J'ai pas les dates. Il me semble qu'il a commencé dimanche. Il a commencé hier avec la pluie. Donc et là aujourd'hui il fait bien beau. D'accord. Bon, bah, tu vas bien profiter alors. C'est cool, ouais, c'est cool. Il fait un peu plus beau à Arles qu'à Paris, ça c'est une certitude. Ouais, il est très très beau là. On l'a dit, donc tu es dans un café, donc le son risque d'être un tout petit peu plus parasité que d'habitude. On va avoir un petit bruit d'ambiance, on va dire, en arrière-plan, mais ça a son charme. Là, ça va, il n'y a pas trop de... Je suis tout seul là, donc je me suis mis un peu concentré. Bon, écoute, on va croiser les doigts. Tu sais qu'au début du podcast, je me demandais si je les enregistrais pas dans un café pour avoir le bruit d'ambiance, justement. Donc, tu vois, c'est finalement, ça peut être... c'est cool, hein. Ça peut être sympa, ça peut être peut-être une manière de faire évoluer la façon dont je ferai le podcast à l'avenir. Je crois que tu as déjà écouté un ou deux épisodes. Si c'est le cas, tu connais la première question que je pose, c'est l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur. Steve Jobs rentre avec toi, tu as 3 étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis? Ok, moi je suis bavard, il peut bavard en même temps, donc ce que je dirais en quelques secondes, je m'appelle Tony Noël, puis je suis photographe lyonnais, j'ai commencé la photo il y a à peu près bientôt 5 ans, on va dire maintenant, fin 2016, donc ouais, ça va dire bientôt 5 ans, et puis voilà, je kiffe à fond. D'accord, quel genre de photo tu lui présenterais? Alors moi, ce que je fais comme photo, je fais de la photo très basée sur le mouvement. Moi, j'aime beaucoup ce qui bouge, autant statique, mais j'adore ce qui bouge. J'aime bien quand c'est voilà. J'aime pas m'ennuyer. J'ai mon univers tourne beaucoup autour de la street, de la danse, la danse. Moi, quand tu dis la street, on parle de culture street, pas de street photographie. Culture street, ouais, c'est très attendu. Ouais. Non, parce que c'est street dans cette émission-là, c'est particulièrement street photographie. Ouais, après il y en a qui voyons, ouais. Mais il y a certainement un peu de street photographie dans tout ça aussi. Exactement. Comment on s'est connus? On s'est connus chez Leica. Leica essaie de me vendre un SL2 depuis un petit moment. Et ils font semblant de ne pas comprendre qu'en fait, moi, je suis un fan de M, de la série M, plus que de la série SL. T'achèterais un M alors? J'achèterai un M un jour. Ou une bague M avec le SL2. Pourquoi pas? Non, ce sera un M. Moi, j'ai besoin de compacité. De toute façon, par contre, toi, tu shootes en SL. Ouais, et on s'est connus pour la petite histoire parce que justement, ils avaient des présentations en studio. Exactement. Du SL. C'était toi qui faisais les démos. Du coup, je me suis retrouvé dans un monde que je connaissais pas du tout, où je t'ai vu diriger un danseur. C'était assez impressionnant. Ouais, après l'approche, c'est pas la même, mais après diriger un modèle en soi, on va dire, c'est universel. Hein. C'est une partie du travail. En tout cas, c'est une partie de ton travail. C'est ça, exactement. On va en parler assez rapidement. Pour commencer la partie un peu philosophie de la photo, c'est quoi tes influences? Tu as des photographes, tu as des livres, tu as des photos préférées ou tu es 100% autodidacte et tu as tes influences? Alors, les photographes connus, on va dire, je les ai rencontrés sur le tas, dans mon parcours photographique. Et puis non, je suis complètement autodidacte. Hein, donc j'ai vraiment, par exemple, là, j'ai découvert Helmut Newton, par exemple. Désolé pour ceux qui vont me maudire, mais j'ai découvert ce gars il y a même pas 2 ans, tu vois. Donc, j'étais au salon de la photo justement pour une présentation avec Sigma et en me baladant dans les stands, je vois des photos en fait. Je tombe sur des couvertures. Donc j'ai acheté l'affiche et donc Helmut Newton, voilà, donc c'est un photographe que j'ai découvert comme ça par hasard. J'ai dû voir des photos de lui sur les réseaux parce qu'en fait moi je me nourris beaucoup d'images via les réseaux sociaux en fait. Donc on va dire que je fais partie un peu de cette nouvelle génération qui
qui est un peu poussé sur Internet. C'est la jeune génération. Voilà, exactement. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est pas vraiment des raccourcis en soi, mais bon, on a des moteurs qui nous permettent de pouvoir s'instruire, on va dire, plus vite. Ouais. Je peux dire ça comme ça. Après, bon, il y a tout, quoi. Donc, et donc voilà, donc tous les photographes, j'ai découvert un peu comme ça sur le tas, et c'est marrant parce que du coup, c'est des inspi ou pas, parce qu'en fait, finalement, je me retrouve là-dedans, en fait. Donc, il y a des photos que j'ai fait et que j'ai retrouvé dans de ces bouquins, en fait. C'est marrant. Quand on regarde Helmut Newton et quand on regarde tes photos, la filiation, elle n'est pas forcément totalement évidente au départ. Pas du tout, parce que lui, voilà, il photographie beaucoup de modèles, de mannequins surtout, il fait de la mode. Mais bon, nous, on a un point commun, c'est la nudité. C'est un sujet que je travaille beaucoup aussi. Et moi qui travaille le mouvement avec les danseurs, enfin les modèles, on va dire le mouvement, parce que la danse maintenant c'est un mot un peu limité. Le mouvement c'est plus vaste. Donc ce que je voulais dire. Oui, donc ça se rapporte vachement. Voilà, je travaille le corps. Donc le corps forcément il y a forcément du nu, c'est le corps, quoi. Donc je trouve que plus j'avance et plus mon travail avance dans ce sens-là. Exactement, je le pousse. C'est marrant que tu dises ça parce que justement, moi, pour préparer ce podcast, j'ai lu des anciennes interviews de toi et justement que tu as commencé à dire ça et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a une petite évolution par rapport à ce qu'il disait il y a même 1 an simplement ou 2 ans. Tu as changé déjà. Il faut, parce qu'en fait, sinon, tourner en rond, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais après, voilà, l'idée, c'est de trouver un peu sa signature. Même si beaucoup de choses dans la photo, on va dire que tout a été fait, quoi. Mais après, l'idée, c'est pas de copier les gens, mais après forcément on s'en inspire plus ou moins avec ta patte. Après voilà, avec d'autres pattes ou non, voilà, c'est aussi les gens qui vont regarder ce que tu fais, qui vont aussi te critiquer et te dire finalement tu vas en déduire que tu as quand même une petite signature et c'est cool, je trouve, quoi. C'est clair, c'est plaisir quand ton travail il commence à être les gens commencent à le voir. Donc, un photographe de mouvement qui bouge, c'est normal en même temps. Ouais, voilà. C'est la moindre des choses. C'est quoi la chose qui te fait déclencher? C'est quoi qui fait que tu vas appuyer sur le bouton? C'est d'autant plus intéressant dans ton cas que tu es autodidacte, justement. Moi, au départ, de toute façon, quand tu commences, tu travailles sur des compos. C'est des compos que tu vois, que tu essayes de faire. Donc forcément, là, tu vas déjà un peu imaginer dans ta tête. De toute façon, dans tous les cas, j'imagine déjà la photo. La photo, on va dire, elle est déjà faite dans ma tête, plus ou moins. Et aujourd'hui, on va dire que je travaille moins sur des photos, je sais pas comment dire. Je vais faire bouger la personne, en fait. Mais t'as déjà fait ton cadrage? Voilà. Moi, je donne des contraintes. Je donne des contraintes d'espace, je donne des points d'indication, des indicateurs pour qu'il puisse faire ça un peu ce qu'il veut, selon son, comment dire, sa signature aussi à la personne. Tu lui dis dans quel cadre il reste, en fait, c'est ça? Exactement, voilà. Donc, tu fais ça, mais par contre, tu peux faire un freestyle comme ça, dans ce sens-là. Et moi, je vais suivre, en fait, un peu, ce qu'il va faire. Et après, au bout de 5 minutes, c'est parti. En général, si on shoot, par exemple, sur une demi-heure, voire 1 heure, les photos, elles sont réalisées, on va dire, les derniers quarts d'heure. D'accord. Mais ton cadre, il est déjà posé, en fait? Ton cadre, il est strict? Ça dépend. Tu vois, par exemple, quand je shoot dans un lieu que je connais déjà, ou que j'ai déjà préparé, j'ai déjà visualisé un peu les points de lumière qui vont arriver, parce que je travaille beaucoup la lumière naturelle aujourd'hui. Moi, c'est pareil, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé avec des flashs, donc j'ai appris à travailler la lumière artificielle avant de travailler la lumière naturelle. C'est un peu bizarre, mais aujourd'hui... C'est pas bizarre, mais c'est pas courant. En fait, pour un autodidacte, justement, de partir du cadrage et de partir des flashs, tu sais, c'est quand tu regardes un peu les photos que tu vois circuler, tu vois souvent qu'aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup aussi la lumière artificielle pour certaines photos, même la photo commerciale c'est un milieu dans lequel je travaille aujourd'hui. Et voilà, c'est un truc, tout dépend du contexte, mais on utilise les deux et c'est un truc c'est une chose que j'aurais dû de toute façon apprendre tôt ou tard. Donc j'ai appris, on va dire, j'ai appris le flash en premier et la lumière naturelle après, mais les gens disent que c'est dur de travailler au flash. Et moi je dis c'est encore plus dur de travailler la lumière naturelle. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais pour moi il y a plus de recherche. C'est con, mais après chacun son point de vue. Non, mais c'est marrant comme ordre, en fait, des choses. J'ai l'impression que tu as démarré à l'envers de tous les autodidactes, en fait. Moi, j'ai commencé à l'hybride, par exemple. Voilà, moi, je suis allé dans une grande boutique, j'ai acheté mon appareil photo pour partir en vacances. Et au final, pour repasser sur un réflexe, quand j'ai commencé, on va dire, quand j'ai commencé un peu dans le monde du pro. Voilà, donc il fallait que
le Reflex, c'est un boîtier c'est boîtier qui marche toujours. Hein, donc aujourd'hui, voilà, il faut évoluer un peu, mais après, je suis repassé sur l'hybride. J'ai fait l'inverse. Je suis passé d'un hybride à un Reflex. Donc ça faisait bizarre aussi de passer un peu du mode feignant au mode réflexion. Parce qu'un hybride, on sait tous que voilà, ça gagne du temps. Ça te permet de visualiser, mais justement, avec Exactement. un flash, un hybride, c'est un piège aussi. Parce que comme tu as l'habitude de visualiser ta lumière, finalement, quand tu peux plus la visualiser, Exactement. tu peux te retrouver très rapidement. Et si tu commences avec un hybride, forcément, question de budget, question de compatibilité, tout quoi. Tous les points font que tu vas prendre un hybride quand tu commences. Forcément. Et quand tu as un réflexe dans la main, la personne, on me l'a déjà dit, ouais, c'est bizarre, c'est tout sombre et tout. Forcément, parce que le réglage se fait pas tout seul comme ça, en claquant des doigts, quoi. Donc voilà, mais ouais, j'ai beaucoup de choses à l'envers, mais finalement, je suis revenu. T'es revenu dans le droit chemin. Ouais, exactement. Voilà. On arrive tous au même endroit à la fin. On peut prendre d'autres chemins, mais au final, on revient toujours sur la même ligne. Non, mais c'est amusant voilà. Justement que en étant autodidacte, t'es commencé comme ça. Du coup, t'as appris comment ? T'as appris en faisant ? T'as quand même eu des professeurs ? Moi, je suis très social, on va dire. J'aime bien parler avec les gens. Donc l'idée, de toute façon, c'est de rencontrer beaucoup de gens. Donc tu commences un peu comme tout le monde. Il n'y a pas de secret. Même si t'es un peu timide, tu vas t'inscrire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça te permet les forums, ça te permet de rencontrer des photographes, amateurs ou non, pros, et forcément, tu vas tomber sur des gens sur les bonnes personnes. Après, c'est toi et ta chance, on va dire. Donc, tu tombes aussi sur des gens un peu pas trop cool, mais après, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Mais ça, t'en tires de l'expérience, c'est surtout beaucoup de faut beaucoup pratiquer. Donc tu pratiques avec plein de gens, en fait. Mon idée, c'est de rencontrer plein de gens. J'ai tout essayé en photo, hein, donc forcément, avant d'en arriver là et de trouver un peu ce que j'aimais faire, j'ai commencé partout, quoi. J'ai vraiment tapé dans tous les terrains de la photo, quoi. D'accord, mais t'as grandi en faisant, en fait. Exactement. Et après, tu crées tes liens, créer son réseau, c'est très important. Et finalement, j'apprends encore des choses dans mon parcours, quoi. C'est rigolo parce qu'en fait, quand on a préparé, donc les gens ne le savent pas, mais quand on a préparé l'épisode, on a discuté beaucoup. Et t'es tout le temps, en fait, à chaque fois que je t'ai parlé pour préparer l'épisode, pour caler un rendez-vous, pour quoi que ce soit, t'es tout le temps en train de courir à droite, à gauche, en mouvement. Tu t'arrêtes jamais, en fait. Ouais, après ça, tu vois, c'est pas non plus un point positif parce que forcément, faire plein de choses en même temps, c'est pas. Enfin, en même temps, faut savoir se composer un petit peu, quoi. Et écoute, ça, même cette année, c'est une année qui est bizarre. Donc, tout est arrivé en même temps, tout est revenu en même temps. Donc forcément, on va dire, j'ai la chance même de refuser certaines choses, mais même avec ça, tu as toujours envie de faire ci, faire ça. Faut que tu vois, là, par exemple, repousser un peu notre podcast sur quelques jours, tu vois. Et il y a plein de trucs que je repousse à chaque fois. Et repousser, c'est pas forcément bien non plus, mais voilà, après moi j'aime pas rester à rien faire. Donc, mais ça se voit. Donc voilà. Ça résume. Je pense que ça résume bien ta personnalité. De la première seconde où on a discuté, j'ai compris ça de toi, je pense. Je suis très speed et même dans mon travail en fait, c'est des gens voilà, mes clients ils savent que je suis comme ça. Et après tu prends le package ou pas, quoi. Mais donc voilà, comme c'est tant que j'arrive à sortir le résultat, c'est super. C'est l'essentiel. Alors on l'a dit en intro, quand tu définis ton travail, tu t'es défini comme un photographe de mouvement. Comment tu as découvert ce côté de la photo, justement ? Parce qu'il y a un peu... j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu lumière et un côté un peu mouvement et qu'au départ, ils ne se rencontrent pas forcément. Ouais, au départ, tu vois, tout ce qui est mouvement, j'ai tapé un peu dans les trucs qui bougent, un peu le sport. Tu vois, moi, j'ai fait pas mal de foot, de badminton, par exemple. C'est vraiment une anecdote très, très vieille. J'ai commencé à faire quelques photos avec des potes ou dans mon club, tu vois. Donc, et là, tu te rends compte un peu du cliché que tu vas sortir, quoi. Et je t'avoue que même, voilà, tu commences comme tout le monde, en mode automatique, machin, tu te rends compte de certaines choses, donc tu demandes à des gens, là, pourquoi ça marche pas. Ensuite, tu vas chercher sur Internet, tu te dis, putain, mais cette photo, elle est bien faite et tout, comment ça se fait? Les cadrages, je les ai appris comme ça. En fait, après, les cadrages, c'est par instinct, entre guillemets. Quand j'ai rencontré après des gens, on va dire, plus carrés, qui sont aussi un peu de l'ancienne école, voilà, ils m'ont dit des fois ça s'appelle la règle des tiers, des machins comme ça. C'est aujourd'hui, c'est des mots qui passent par-dessus, quoi, tu vois. Donc moi, l'ouverture, c'est pareil, c'est un truc que je connaissais pas. Moi, j'appelais ça mettre plus de lumière, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Je sais même pas les mots techniques, quoi. Et oui, donc après, j'ai un réseau d'amis, même de proches qui
qui pratiquent aussi la danse. Forcément, de toute façon, sur les réseaux, tu tombes sur des photos avec des danseurs et tout, tu te dis putain, c'est trop bien, ou même des photos de skateboard, par exemple, tu vois. Donc, et là, du coup, tu vas t'essayer, quoi. Tu vas t'essayer, et là, à la fin, tu trouves forcément, moi, la finalité dans le mouvement, tu trouves vraiment chez les danseurs, forcément. Les danseurs, la danse, c'est un mouvement infini, quoi. Tu fais ce que tu veux. Mais après, là, je t'ai dit, la danse, c'est un mot qui est trop limité aujourd'hui pour toi? Ouais, je dis plus mouvement, parce qu'aujourd'hui, je travaille pas forcément avec des danseurs. Si, beaucoup encore, mais j'utilise pas forcément la danse. Si, il en faut toujours, parce que même en fait, en soi, la danse, tout le monde peut le faire. Après, c'est plus une façon de bouger son corps aujourd'hui, d'être à l'aise avec son corps et de pouvoir le bouger et s'exprimer, en fait. Tu parlais justement des danseurs, tu as une évolution évidemment, mais est-ce qu'au démarrage, en tout cas, tu dirais que tu étais dans le bon milieu pour faire ce genre de photos et commencer dans le mouvement, notamment le fait d'être entouré de danseurs? J'ai lu, je crois, dans une interview que tu as été photographier les danseurs de rue sans les connaître avant. C'est un peu la question, c'est est-ce qu'il faut être bien entouré au départ et c'est ça qui définit en fait ta pratique? Ouais. Après, c'est comme dans tous les milieux. Moi, par exemple, pour shooter des breakers, par exemple, de hip-hop, moi, je sais que de toute façon, le point de ralliement, c'était l'Opéra de Lyon, tu vois. Donc, on y allait avec une pote et on a commencé à shooter, tu vois. Et une fois que tu as donné tes photos, en fait, c'est comme tout, en fait. Quand tu donnes des photos à quelqu'un, si ça marche bien, forcément, il faut circuler. Ouais. Voilà. Donc après, voilà, ils m'ont sollicité assez vite. Et après, de là, tu rencontres des gens de plus en plus importants, on va dire entre guillemets, tu vois. J'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, Lilou, un breaker assez connu, tu vois, donc et qui fil en aiguille, tu rencontres encore d'autres gens, tu vois. Et donc tu travailles avec eux et c'est bien parce que tu rencontres encore des gens qui ont un niveau même, c'est du bon niveau, quoi. Et eux ils t'apprennent vraiment de nouvelles choses. Si toi déjà t'as l'œil dans la photo, peu importe le thème, logiquement en fait tu t'appliques toi ce que tu sais faire. Et si t'apprends aussi d'eux, mais surtout faut aimer ce que tu prends en photo. L'association, normalement, il n'y a pas de secret, hein, ça marche, tu vois. Là, j'avais fait des photos avec pas mal d'étudiants du conservatoire, forcément, parce que il y a certaines personnes qui sont quand même très dures à photographier, tu vois. Donc, par exemple, les danseurs qui dansent à l'opéra, c'est des gens, pour toi, qui sont un peu, quand tu commences, qui sont un peu sur notre planète, quoi. Ouais, totalement inaccessible. Exactement, totalement inaccessible. Quand tu entends les gens qui parlent, c'est dur de les avoir, ils veulent pas, ou je sais pas quoi, tu vois. Comme tout, en fait. C'est quand tu veux prendre un footballeur en photo, tu vois, on va dire, il y a des chemins à prendre ou pas. T'as aussi, c'est une question de réseau aussi et de travail, parce que forcément ton travail il va compter beaucoup, quoi. Donc, oui, tu commences pas par shooter le PSG, tu commences par shooter ton petit club de national à côté de chez toi, quoi. Voilà, et après tu peux peut-être même après des fois ça peut arriver comme ça par hasard, tu peux arriver directement au PSG et shooter. Hein, après c'est toi et ta chance. Hein, donc, moi, tu vois, par exemple, il y a une danseuse de l'opéra qui m'a contacté très rapidement au tout début. Et du coup, ça s'est fait comme ça, quoi. Du coup, on a fait des photos, elle a bien aimé, et après, c'est parti vite, quoi. Tu rencontres 1, 2, 3, ça va très vite. Donc, des photos, ça circule beaucoup, quoi. Ton travail circule et forcément, les gens, ils te sollicitent s'ils aiment bien. Parce que j'ai des amis, voilà, c'est pareil, une petite anecdote, c'est pas très méchant, mais il y en avait un qui m'avait dit, elle m'a pas rappelé et tout, j'ai envoyé plein de messages, elle me répond pas et tout. Et je suis après tu peux lui demander, moi si tu veux je peux demander, mais après c'est pas moi qui décide pour les gens, quoi. Donc eux ils vont juger sur ton travail et autant à l'inverse pour moi, j'ai déjà des gens qui m'ont refusé des shootings alors qu'ils ont accepté chez d'autres, tu vois. Donc c'est les goûts, les couleurs, la sensibilité. Donc voilà, le travail il plaît pas à tout le monde non plus, donc ça arrive. Bon, voilà. Ça fait partie du c'est boulot. Le jeu, c'est comme ça. Mais je note que même dans ton vocabulaire, tu es quelqu'un de mouvement, en fait. C'est assez amusant. Je parle vite, hein. Non, je parle dans juste même les expressions que tu utilises, en fait. C'est assez amusant. Depuis tout à l'heure, je me dis, à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il dit quelque chose, on est dans le mouvement, on est dans l'avancée, on est dans bouger. Je pense que c'est ton caractère, en fait. Faut pas perdre de temps. Hein. Faut aller vite, faut faire ce qu'il faut, mais t'es toujours en fait en train d'essayer de remuer quelque chose pour que ça fonctionne, en fait, et ça c'est assez. Après je sais pas, peut-être, hein, je sais pas, mais moi en tout cas je sais que à chaque fois que je fais les photos, soit tu restes dans une routine, donc ça c'est facile.
Donc forcément, quand tu vas faire des plans que tu as déjà fait avec des personnes différentes, le seul truc qui va changer, c'est la personne. Ouais. Mais dès que faire des nouvelles choses, moi je fais souvent des shootings improvisés. Donc tu vois, les lieux en général, je sais tiens, on va aller là, et même quand c'est un lieu que je connais déjà, je vais forcément essayer de choper un autre spot, une nouvelle lumière, parce que du coup sinon je te dis, la routine c'est cool, mais voilà, faut pas en abuser non plus, qu'à la fin on progresse pas, quoi. Mais chaque personne est différente, et c'est ça qui fait aussi la différence. Par exemple, dans mon bureau, j'ai un escalier où je shoot tout le temps. Ça me sent un peu studio secondaire, donc j'ai des belles lumières qui rentrent sur des grandes fenêtres. Et même dans mon KGB, en fait, j'ai une superbe fenêtre avec une belle lumière. Je te ferai passer si tu veux. J'ai dû shooter au moins entre 100 et 200 personnes sur une année, tu vois, sur le même spot, en fait. Et à chaque fois, c'est une photo différente. Chaque photo différente, ouais. Chaque photo différente. C'est des portraits différents, c'est des mouvements différents, et je trouve ça trop bien. Dans ce cas-là, tu vois. Mais quand tu arrives sur des lieux, là, tu vois, je suis à Arles, j'ai peut-être shooté, je sais pas si je tombe sur des gens, ou je vais voir si je peux capter des gens. Bah, l'idée, c'est de trouver des inspirations comme ça sur le tas, tu vois, en peu de temps. Spontané. Et voilà, et la photo de street, en fait, la photo de street avec les danseurs de hip-hop surtout pour des événements, des battles, des trucs comme ça, et ben, ça m'a pas mal fait travailler ça, parce que en fait, quand tu arrives sur des événements, ben, tu dois shooter les danseurs avant le battle, et là tu vas chercher des spots à côté, quoi, en fait. Ça peut être un local à poubelle, une vieille rue. Après, ça, je l'ai pas inventé, hein, je veux dire, d'autres l'ont déjà fait bien avant moi, hein, et forcément, ça devient un jeu. Parce que je dis, même dans la street photographie, ceux qui font la street photographie, par exemple, tu marches dans la rue, tu cherches des gens, des sujets, et en fait, la lumière, surtout, la lumière, elle va tout changer, en fait. Ouais. Tu modules, et sur le tas, en fait, c'est des photos qui sont comment dire, uniques. Ouais. Donc, en fait, la règle s'applique dans tous les sujets, en fait, dans tous les thèmes. C'est pareil, en fait. Sauf qu'il y a des variantes, c'est tout. Mais même dans le pire environnement, en fait, ça dépend aussi de ce que tu vas montrer, de ce que tu vas pas montrer aussi. Ah ouais, donc, exactement. c'est finalement, c'est assez ouvert. Tu vois, moi j'étais à Paris, je suis retourné à Paris après pour une autre session Leica, et justement on a fait un photo walk avec des photographes qui étaient du coin. On était vers la Fnac des Ternes. Ouais. Et donc on allait faire des photos dans le marché derrière et tout, bonne lumière. Donc voilà, après c'était vraiment pour tester les boîtiers, c'était de la photographie. Et j'ai un des intervenants, enfin des intervenants, c'est ça, intervenant, qui m'a posé la question. Il m'a dit le spot, j'aime pas trop, je sais pourquoi, je sais pas. Il fait je connais, je passe tout le temps ici et ça m'inspire pas. Je sais pas, en fait, c'est encore mieux, en fait, parce que moi, chez moi, même à Lyon, en fait, je fais des rues, je les ponce dans tous les sens. Et même des rues que j'aime pas spécialement, il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Ouais. Je lui dis, justement, c'est ça le jeu. Et là, tu vas voir que plus tu fais ça, et plus ton œil, tu vas l'aiguiser, en fait. Ouais. Et tu pourras faire des photos n'importe où, en fait. Même, il suffit juste une petite lumière comme ça qui traîne, et tu vas voir, c'est trop bien. Une fois que tu peux appliquer ça partout, en fait. C'est d'aller chercher quelque chose de nouveau dans le banal, en fait. Exactement. Et finalement, au final, je lui ai dit, tu feras déjà moins de photos, je pense, parce que tu vas plus être dans la réflexion, mais tu vas réfléchir encore plus vite. Donc moi, quand je tourne faire des photos, je réfléchis pas 2 heures, quoi. Ouais. Quand je fais des photos, des fois, il me suffit d'un quart d'heure. J'ai bon, allez, on part un quart d'heure et on revient, quoi. C'est dans l'action. Vraiment, il faut le faire tout de suite, quoi. Donc, plus tu cherches, et plus j'ai des potes qui sont comme ça, ils sont très très pointilleux, et ils vont rester un après-midi pour faire une seule photo, quoi. Ils veulent la photo. Et à la fin, ils vont dire non, la photo me plaît pas quand même. Bon, ça, je sais pas. Il faut faire beaucoup de photos pour en avoir une bien. Ça, c'est une constante, même chez les plus grands. C'est ça, mais oui, exactement. Et après, l'idée, moi, après, je suis dans l'instant, tu vois, un quart d'heure, c'est bien, tu vois, tu prends un quart d'heure, une demi-heure, hop, tu fais ta photo, et on s'en fout. Aujourd'hui, j'arrive même moi qui travaille le mouvement, avant, j'étais vraiment obsédé par la netteté du geste. Aujourd'hui, je travaille sur des photos qui sont complètement floues, tu vois, mais le flou, c'est du flou artistique, entre guillemets, c'est pour se défendre. J'ai vu sur ton site, on pourra mettre des exemples dans l'article qui accompagnera l'épisode. Voilà, exactement. Mais voilà, aujourd'hui, j'arrive à apprécier en fait le flou, parce que tu vois un autre mouvement. Aujourd'hui, moi qui bosse avec des street artistes aujourd'hui dans le graffiti, la peinture, même la sculpture. J'ai découvert des artistes en fait avec qui je travaille notamment, qui travaillent le mouvement en fait, mais avec un autre support, avec ta peinture. Donc c'est pareil, il fait des effets avec sa peinture, son pinceau, et c'est énorme, quoi. Donc du coup, on a retrouvé des points communs, des similitudes dans nos travaux. D'accord. Il y a des liens de toute façon entre toutes les spécialités, tout ce qui est graphique. Donc, et voilà, et puis il y a plus t'avances, plus il faut être ouvert aussi.
Après, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime pas, mais c'est trop cool de rencontrer plein de gens d'univers différents et finalement trouver des points communs à ce qu'on fait, quoi. T'es influencé des partout, belles collaborations après par la suite. C'est clair. Je m'étais noté, alors tu as commencé en parlant de lumière, donc la question va évoluer un petit peu par rapport à ce que j'ai prévu. La plupart du temps, en fait, on reçoit des photographes qui pensent que lumière. C'est l'essentiel de la photo. Toi, tu penses beaucoup mouvement et tu l'as dit un peu lumière, mais c'est quoi qui prend le pas finalement? C'est la lumière, c'est le mouvement, c'est quoi la priorité dans ce que tu fais? Moi, aujourd'hui, je pense que c'est même la lumière. Parce que, tu vois, il y a des photos que je fais. Alors, après, faut pas être dépendant de la lumière. Si t'as pas de lumière, enfin, de la lumière naturelle. Je te parle de ça. Si t'as pas, quand t'es trop dépendant, en fait, tu fais rien. Donc, une fois, je suis sorti dans la rue, pareil, avec un modèle. Et, cette personne m'a dit, ouais, mais t'as pas de lumière, du coup, comment tu vas faire? Après, on fait avec, on change de compo. On change de compo, voilà, on change de compo. Et puis voilà, quoi. Mais oui, moi, la lumière, aujourd'hui, ça prend beaucoup de place dans la photo. Parce que aujourd'hui j'essaie de mélanger un peu même ce que j'ai appris surtout en composition de rue avec les contrastes. Aujourd'hui je travaille beaucoup le contraste, même très fort, beaucoup la sous-axe, tu vois, et ça m'a permis d'aller plus loin dans ce que je fais. D'accord. Dans des compos, tu vois, quand je travaille surtout le nu sur des corps, là ça me permet vraiment de jouer avec les parties du corps sans forcément les montrer. Donc finalement c'est le mouvement qui enrichit la lumière ou c'est la lumière qui enrichit le mouvement? Je sais pas, c'est moi en fait, c'est compliqué. Tu mets une colle là. Parce que en fait c'est aussi la personne à qui je travaille aussi, qui est en face de moi, qui va aussi m'apporter aussi la plus-value sur mon cliché, parce que comme je dis, il y a beaucoup de gens qui attendent des fois de toi, mais en fait c'est pas vrai en fait. C'est ce que je dis aux personnes, j'ai certains débutants entre guillemets que je prends en photo, parce que forcément je prends de tout niveau, hein. C'est au feeling aussi. Les personnes me disent ouais mais je sais pas quoi faire, tu vas faire une belle photo dans tous les cas. Non, ça marche pas comme ça. Il y a 50-50 quoi. C'est au modèle d'apporter quelque chose. Exactement. Ouais. Si elle apporte pas quelque chose, ça va se voir sur la photo. Il y en a avec qui c'est plus facile que d'autres, j'imagine, parce que quand on avait fait le studio avec Leica, il y avait un modèle que tu connaissais déjà, c'est toi qui l'avais ramené, je pense. Ouais, c'est Jalim, il me semble. C'est Jalim. Je me rappelle plus son prénom. C'est le danseur de hip-hop. C'est ça, exactement. Voilà, donc Jalim, je le connais très très bien. Et bon, après, c'est une personne qui évolue bien dans un univers pro, il a du niveau. Donc voilà, il n'a pas besoin spécialement de dire 50 mots pour. Voilà. Tu lui dis je veux un truc comme ça, il va faire quelque chose. Et c'est vrai lui, c'est ce que je veux à peu près, comment je vais le faire. Et après, voilà, il y va. En fait, après, c'est une question de confiance, tu vois. À la fin, limite, c'est de la télépathie, quoi. Et ça m'est déjà arrivé, c'est que des modèles que j'avais jamais shootés, hein. C'est des gens qui croient aussi en ton travail, parce que forcément ils viennent te voir. Donc et toi du coup c'est pareil. Si tu acceptes de prendre la personne en photo, c'est que voilà quoi. Moi j'ai déjà une visualisation de ce que je vais avoir entre guillemets. Et après je connais pas forcément le caractère de la personne, parce que c'est son caractère. Il y a des gens que je reprends une ou deux fois parce que j'ai la première fois, il faut que je vais voir comment tu bouges, ce que tu dégages. Parce que forcément, il y en a qui sont très mal à l'aise sur leur bouger. C'est plus de la timidité que de la malaisance, quoi. Mais en final, voilà, j'en sors toujours. Il y a un échange en tout cas. C'est ça que. Voilà, l'échange est très important. C'est même, je dirais, 70% de la photo au moins, le driving du modèle et l'échange, la confiance surtout. Donc la confiance. Donc on parle beaucoup avant de shooter. Je préfère parler. Avant, je partais direct en train de shooter, et puis forcément après mon travail a évolué, et surtout ma façon de gérer. Et voilà, on essaie. Moi je brise beaucoup un petit peu avant, quand on va commencer. Je dis je vais commencer comme ça. Et en général, le shooting ne dure pas très longtemps, donc. Et après on obtient à peu près ce qu'on veut. D'accord. Ça t'a fait travailler mieux de discuter avec les gens. Mais après moi j'ai même discuté de base, donc je pourrais même discuter que de faire des photos, quoi. Donc voilà. Et après aujourd'hui je suis dans une optique où avant je m'y travaillais beaucoup. Forcément il faut manger de la photo, mais aujourd'hui je fais beaucoup moins de photos, mais voilà, j'essaie de sortir un cliché qui est plus puissant, on va dire. Donc, c'est marrant que tu dises ça, parce que on parle de photographe de mouvement, on a tendance à penser mode rafale. Mode rafale. Alors, mode rafale, c'est pareil, je fais une petite parenthèse dessus, ça marche très bien, c'est très important. J'ai commencé à travailler surtout le one shot. Il faut quand tu travailles ça, parce que le mode rafale va capter tout le mouvement
Après, bon, aujourd'hui, tu as des boîtiers qui font vraiment du GIF, hein, quasiment. Ouais. L'idée, pour le modèle, c'est bien parce que du coup, ça le sollicite moins. Voilà. Après, la compo, au final, si tu sais pas composer, tu peux avoir une mitraillette, ça servira à rien. Ouais, c'est clair. La photo sera moche. Hein. T'auras pas une photo moche, t'en auras 30. Quoi. Ça veut dire que sur un mouvement, tu es capable de faire une seule photo. Je crois que c'était quelque chose que tu avais abordé d'ailleurs pendant ce fameux atelier. Bien sûr, prenez une photo et pas 50, quoi. Exactement. Bah, pour commencer, c'est bien parce que du coup, en fait, faire de la photo, ça te fait travailler ton œil, en fait. Et travailler avec le modèle surtout, qui connaît bien son mouvement, a priori. Quand tu fais avec des débutants, c'est pas pareil parce que les débutants, ils veulent tellement avoir de photos qu'ils vont te dire que tout est bon. Ouais. Ça, c'est un peu l'erreur de la photographie, dans ce thème-là. Mais faire du one shot, c'est très bien pour travailler son œil, l'expérience aussi sur ce qu'on fait. Et quand t'aimes ce que tu fais, par exemple, si t'aimes vraiment travailler avec tel type de personnes, tel type de photos, tu vas aller te renseigner aussi un peu. Non mais c'est marrant ce que tu dis parce que finalement aujourd'hui c'est devenu tellement facile le mode rafale et on a tendance, il y a des photographes exactement. Qui vont dire fais de la rafale, il vaut mieux avoir du volume et c'est une sécurité. Ça dépend. En fait tu dis l'inverse alors que justement on pourrait croire que c'est toi le photographe qui va le plus aller chercher de la rafale parce que c'est tellement plus simple d'aller chercher du mouvement en rafale et d'être sûr d'avoir un résultat. Ouais c'est ça, mais je te dis ça dépend des cas. Aujourd'hui je sais que je vais pas le mec qui va faire un salto par exemple, je vais faire un rafale si je peux avec mon boîtier. Voilà, donc les Leica SL2S sont très très bien. Emmanuel va être très content. J'ai une petite promo, mais voilà. Mais après, l'idée c'est de travailler vraiment le clic, le clic. Tu vois. En fait, c'est pour vraiment travailler ton œil, c'est tout quoi. Et voilà, je le redis. Hein. La rafale c'est bien, mais une fois que tu as compris le process pas de la photo, parce que là t'apprends pas à faire de la photo, t'apprends plus à composer en fait. Composer et surtout avoir les gestes clés. Parce que beaucoup de gens se trompent. Voilà, je vais être négatif dans ce que je dis. Je suis passé par là aussi. C'est surtout les modèles avec qui je travaille qui m'ont beaucoup apporté. Et beaucoup de gens vont prendre des gens dans le mouvement. Et les mouvements vont pas forcément être beaux. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de photographes qui ne supportent pas. Dans ce sens où, oui, ils vont trouver ça beau, mais la personne va dire non, c'est pas beau. Même si ta compo est belle et que le mouvement est pas beau, la photo, elle ne marche pas, en fait. Alors, justement, est-ce que le fait de pas être dans la rafale te permet peut-être justement de concentrer ton esprit sur ce qui est important, c'est-à-dire la beauté du geste? C'est ça aussi. Et ça vaut mieux t'oblige à réfléchir. Un geste un peu flou et il vaut mieux recommencer peut-être une deuxième fois. Mais après, bon, ça dépend du geste que tu vas faire. Hein. Mais oui, travailler vraiment un seul déclenchement, c'est bien parce que du coup, ça t'affûte. Donc, ça te force à ralentir, ça te force à réfléchir, ça te force à regarder ce que tu photographies. Et surtout après, c'est une question de temps aussi. Là, après, c'est un peu négatif, c'est plus comment dire. Si je me contredis un peu, mais question de temps, tu vois, quand tu es sur un événement, un reportage, forcément, la rafale, ça va aider parce que tu vas pas te demander aux gens de refaire des trucs à chaque fois. Donc, mais le one shot, si tu as le temps, faut prendre son temps pour le faire et ça sert à ça aussi de faire des photos dans une interview, alors j'ai plus la date de l'interview en tête, mais tu parles, je pense que c'était à tes débuts, tu parles de sortir des règles à respecter pour imposer ton propre style. Donc on l'a vu au départ, on t'a expliqué pas mal de règles et tu as dit tout à l'heure que par exemple il y avait des photographes qui te parlaient de la règle des tiers, de règles de composition, des choses comme ça, et que tu as un peu évacué ça assez rapidement. Après, moi à la base j'aime beaucoup les lignes, en fait, j'aimais un peu l'architecture de base. Ouais. Moi, je faisais beaucoup de dessins quand j'étais plus jeune. Donc, après, bon, c'est peut-être pas ça qui m'a aiguillé, hein. J'étais pas très fort en maths, hein, donc, mais j'aimais bien comment dire, tout ce qui est géométrie, quoi. Donc, voilà. Après, ça, c'est chacun son appréciation de la ligne. Hein. T'aimais bien ce qui était carré, quoi. Pardon? T'aimais bien ce qui était carré. Voilà, j'aime bien ce qui est carré, mais bon, après, pour des gens, les carrés qui sont un peu ronds, voilà, ça dépend des gens, hein. Ça dépend des yeux, hein. C'est les goûts, les couleurs aussi, hein. Mais après une belle ligne, forcément, on va pas se mentir, hein. Je veux dire, il y a quand même une belle ligne, une ligne un peu plus moins belle, on va dire. Il n'y a pas photo, quoi. Et si c'est pareil, je l'ai pas inventé. Les photos de mouvement, quand il faut aller chercher un peu le comment dire, entrer là-dedans pour avoir cet effet de dynamisme, voilà, de dynamisme. Donc les photos, je vais un peu les pivoter dans un certain sens, en fait, pour suivre vraiment la ligne du mouvement. Donc tu vas pas respecter forcément d'avoir des lignes méga droites ou un horizon méga droit si ça sert ton image. Voilà, j'aurais pas un horizon plat, quoi. Donc forcément les photos des gens qui sautent comme ça, moi j'aurais tendance souvent à les tordre un peu. Après pas trop parce que j'expliquais un peu comment dire, cette vision là avec des gens avec qui j'ai travaillé.
des stagiaires notamment, et du coup ils avaient tendance même à carrément basculer la photo limite en losange, quoi. Ouais. Mais du coup là tu te retrouves avec un sol, on voit qu'un sol, quoi, donc ça détourne l'attention du mouvement finalement. Voilà. En fait, il y a un point où ça le sert, il y a un point où ça le dessert totalement. On va dire ça, si c'est le terme, ouais, c'est d'être ça. Mais voilà, l'idée c'est de centrer sur le sujet et avoir vraiment ce dynamisme qui va te faire ressentir le geste. Et ça, je l'ai pas inventé non plus, parce que finalement, ça t'as une école qui va dire c'est pas bon, c'est pas très cool, et d'autres qui vont dire bah non, c'est trop bien en fait. Moi après, je reste, comme on dit, faut être aussi, comment dire, faut faire ce qu'on aime faire. Oui, après c'est celui qui regarde qui décide si ça lui plaît ou pas en fait. Exactement. Après, faut être réaliste un petit peu. Je veux dire, on va pas se plier sur les critiques des autres, mais après moi je suis très direct, je suis très franc, donc moi la critique je la prends avec plaisir, y a pas de souci. Et quand après je suis comme susceptible comme tout le monde. Ouais. Ça c'est un fait. Et quand on me dit une critique constructive, tant qu'elle est constructive, et ben ça, voilà, ça je l'accepte. Et pour moi quand je dis même si la critique elle est pas constructive, je la prends quand même, tu vois. T'écoutes en moi tout cas. J'ai des potes quand je leur dis bah c'est moche, et je suis désolé, c'est moche quoi. Donc, si je dis moche, je peux dire c'est de la merde, c'est encore pire, tu vois. Donc, et quand il m'a dit c'est pas constructif, je lui dis on construit pas sur de la merde. Donc voilà. Là au moins j'étais plus, c'est même au moins c'est clair, quoi. Après j'ai t'es mon pote, je te dis franchement, quoi. Donc et voilà, après bon, il se prend un peu la tête, mais après ça passe, et après voilà, après t'as de façon de le dire. Moi je vais pas dire ça à quelqu'un que je connais pas, forcément. Tu te dis avec des pincettes, mais au final tu vas forcément lui dire que la photo elle marche pas, quoi. Et quand t'as la personne qui va se braquer, qui va dire ouais bah non je comprends pas, non je suis pas d'accord, après ça lance des débats, c'est cool, hein. Et justement c'est comme ça que tu progresses. Ah oui, tu progresses beaucoup. Tu progresses dans le positif ou dans le négatif, mais je trouve ça super cool de débattre de ça en fait, et faire de la lecture de portfolio avec des gens. Moi je trouve ça super bien, tu vois, même avec des gens qui sont même limite débutants ou même des pros, parce que t'as tout en fait. Même chez les pros, tu vas trouver des erreurs. Donc, chez tout le monde, il y a des erreurs en fait. C'est très facile de critiquer les images des autres, et c'est beaucoup plus difficile de regarder les siennes. Et de les recevoir, bien sûr. Donc, et moi je trouve ça, c'est la meilleure école qui puisse exister. C'est amusant que tu dises ça, parce que tu vois, j'ai fait un workshop il y a pas longtemps où on avait une critique d'une galerie qu'on soumettait. Ouais. Et autant les critiques de ma galerie, j'avais beau les entendre, ça rentrait pas, parce que tu as envie de défendre tes images, tu as envie de protéger tes bébés, c'est tes bébés. Et bizarrement, en fait, tu apprends plus sur la critique des galeries des autres que sur ta propre galerie à toi. Alors qu'on te dit des choses qui te concernent, cette photo-là, elle est pas droite, cette photo-là, elle est comme ci, cette photo-là, elle est comme ça. Finalement, ça veut pas rentrer parce que tu es tout le temps sur la défensive. C'est tes images. Alors que parler des photos des autres, finalement, ça t'apprend énormément de choses, et tu es beaucoup plus éloigné, détaché des images en fait des autres. Ça te permet d'apprendre beaucoup plus de choses finalement. Mais carrément, et en plus c'est pareil, il faut s'ouvrir aussi à des gens que tu connais pas, parce que quand t'es dans un cercle où t'es que avec des gens qui t'encensent toute la journée, forcément, voilà quoi. Quand tu te prends un scud dans la tête, tu comprends rien, quoi. Tu dis mais non, qu'est-ce qui se passe, quoi. Le scud est très violent quand tu le prends. Voilà, c'est même pas tu te fais même trancher la tête, quoi. Donc directement. Ça fait mourir. Mais bon, après des fois, vaut mieux s'en prendre une bonne et comprendre. Il y en a qui comprennent pas. Mais après c'est comme ça. Moi, genre, je suis pas là pour apprendre la vie aux gens. Moi, je fais mes photos. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ce que je fais. Après, je t'accepte. Il y a pas de souci. Mais du coup, tu sors des règles, mais subtilement, quoi. Après, comme tout le monde aujourd'hui, on est en 2021, donc il faut accepter, tu vois. Il y a des photographes maintenant de nouvelle génération, même encore après, on va vous appeler la génération même limite YouTube, tu vois. Donc tu fais de la photo avec un téléphone, machin, mais je vais pas te mentir, il y en a qui m'ont dit ouais, il faut une photo avec un téléphone et il va gagner plus d'argent que moi. Je fais bah ouais, mais bon, regarde, même avec son téléphone, il fait un putain de cadrage. Donc je veux dire, c'est pareil, là j'ai fait un workshop avec des personnes, et je vais leur dire forcément, pas forcément, je t'ai pas dit ce que j'allais faire, mais on m'a fait la remarque, ouais mais toi t'as un Leica, donc tes photos sont trop belles. Je fais prends mon Leica, va faire des photos. C'est pas l'appareil qui fait les photos, c'est toi qui. C'est pas l'appareil, et ça c'est un truc, c'est pareil, je l'ai pas inventé, c'est du bon sens, c'est que du bon sens dans tout. La photo pour moi c'est du bon sens, c'est de la logique. Après aussi c'est et du cadrage et de la lumière. Après chacun son talent, on va dire. Parce que forcément, si t'as pas l'œil au minimum, chacun son œil aussi, hein. Donc chacun sa sensibilité. Mais voilà, là, j'ai dit aux gens la prochaine fois, c'est un téléphone, un smartphone et un appareil photo. Et du coup, on va switcher à chaque fois. Donc chacun va tourner avec la même chose. Et là, on va voir si tu vas dire la même chose après. Et après, les gens vont dire ouais, mais je suis pas utilisé un Leica. Voilà. Moi, tu mets n'importe quel appareil photo, la compo sera la même. Hein. Enfin, entre guillemets, j'abuse. Hein.
la compo sera la même, la technique et la qualité des photos sera pas la même. La seule différence quand tu changes d'appareil, c'est juste de savoir où sont les boutons. Exactement. Moi, tu mets un Nikon dans les mains. J'ai souvenir quand je donnais des cours de photo à une époque à des débutants. J'ai jamais eu de Nikon à moi. Et je me rappelle en fait qu'à l'époque, je galérais à chaque fois à trouver où étaient les ISO sur les Nikon. Les Nikon d'entrée de gamme, c'était pas un truc accessible archi facilement. Exactement. En tout cas, c'était pas intuitif pour moi. Je trouvais jamais. Donc effectivement, ça peut te ralentir. Après, tous les appareils photo, c'est le même principe. Donc il y a pas de raison. Ah oui, après c'est que la qualité qui va changer et ce que tu vas en faire. Donc après, tu as des boîtiers certes qui vont être très très optimisés pour faire de la vitesse ou tout comme ça. Et même si ta photo, t'as une photo avec un bas de gamme et une photo avec un haut de gamme, ta photo est très nette et très belle en lumière. L'autre, elle va peut-être plus sombre et peut-être floue. Mais le cadrage, logiquement, il doit être pareil. Après, il faut relativiser aussi. Enfin, si tu prends n'importe quel photographe d'il y a 70 ans, des années 50, leur matériel, le top matériel auquel ils avaient accès à l'époque, était moins performant que le matériel bas de gamme d'aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils qui peuvent nous pousser plus loin dans ce qu'on veut faire. Donc après, voilà quoi. Mais après, utiliser aussi les anciennes techniques, c'est cool. Hein. Donc là, la mode, tout le monde revient un peu à l'argentique. Même moi, tu vois, je me suis acheté un petit argentique, mais après, je t'avoue, la pellicule, je la fais en 3 mois parce que pour moi, c'est un truc où j'ai vraiment pas le temps de jouer avec. Hein, T'as pris quoi comme argentique? J'ai pris un petit Minox et un petit relais. D'accord. Voilà, je fais ces petites photos de poche et tout, c'est cool, tu vois. Et j'ai un pote, il me fait un peu le relais flex. Pourquoi pas, j'en achèterai un plus tard si j'ai le temps parce que c'est quand même un budget. Et ça, par contre, travailler l'argentique, ça m'a permis aussi de prendre le temps sur certaines choses, sur certaines photos. Je trouve ça bien, ça m'a calmé un peu. Et puis il y a plus de mode Raphaël. J'ai toujours faim, donc j'ai pas le temps, mais je cours. Dans cette partie de l'émission, on a une rubrique on va parler d'une image en particulier. Et j'ai pris une image qui est certainement pas la plus représentative de ton portfolio, mais qui est certainement la plus représentative de ton état d'esprit. C'est un papy qui saute. Ok, alors cette photo, tout le monde en parle en bien, donc jamais en mal. C'est une photo que tout le monde me dit, alors cette photo, elle a rien à voir. C'est la même chose, hein, on me dit la même chose. Elle a rien à voir avec ce que tu fais et celle-là sort du lot. Pourquoi je l'expose, pourquoi je la montre parce qu'en fait, elle représente vraiment aussi mon état d'esprit. C'est ce papy Jean que je salue. Était venu me voir comme ça spontanément pendant que je faisais un shoot sur les quais de Saône et il m'a commencé à discuter, m'a raconté sa vie, super gentil le papy là. Et il m'a dit ouais, moi aussi à l'époque j'aimais bien bouger et j'ai toujours un peu la bougeotte, je sais danser, voilà, je vais te montrer 2-3 trucs. Et je suis vas-y, montre-moi un petit truc. Je fais une petite photo. Là, c'était spontané, j'ai pris la photo vraiment, j'ai fait 2 photos je crois. Et tu vois, même si la photo, de toute façon il y en a qu'une que j'ai utilisée, c'est la même quasiment. Le cadrage est très serré. Parce que du coup j'ai même pas eu le temps de reculer, de te positionner. J'ai pas eu le temps, ouais. Je lui dis vas-y, fais ton truc. J'avais à peu près la bonne distance, j'ai regardé dans mon œilleton. Et donc j'ai cliqué comme ça et voilà, la photo elle est arrivée, t'as un peu serré certes, mais j'ai pas demandé de recommencer parce que premièrement il était assez âgé, j'avais peur qu'il fasse limite un infarctus qu'autre chose quoi. Donc et voilà, donc il y a eu cette photo. Vraiment là, il m'a fait la pose avec le dos en l'air, vraiment j'ai même pas demandé s'il devait faire, il a fait comme ça. Et c'est là qu'on revoit, on revient sur l'importance d'avoir un modèle qui te donne autant que toi tu prends la photo. Bah exactement, donc l'énergie qui dégage, la collaboration. Dégage plus d'énergie que certaines personnes même très connues que j'ai pris en photo quoi. Donc et le mec c'était lui et tout et trop cool. Et le gars j'ai jamais revu depuis en fait jusqu'à ce que la ville de Lyon utilise la photo sur les réseaux sociaux. Sa fille m'a recontacté, c'est super anecdote quoi. Donc et du coup je fais ce qui va bien, je fais ouais il va très bien. Il s'est pris au jeu d'acteur, il tourne dans des petits films et tout. C'est trop bien. Tu lui as donné un second souffle quoi. Et du coup voilà, et moi en fait à la base je devais lui donner un tirage en grand, je lui ai promis ça, il m'a jamais répondu et du coup j'ai rencontré sa fille pour lui donner quoi. Lui il était actuellement pas disponible mais voilà quoi, donc j'espère le revoir un de ces quatre pour faire une petite photo et qu'il se porte bien quoi. Donc, mais pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'en fait elle représente pas ton travail mais elle te représente toi je pense. C'est peut-être pour ça qu'elle elle marque tout le monde, non? Le gars un peu barré peut-être je sais pas, mais je sais que moi les gens disent que je suis en speed, là j'essaie de parler doucement mais voilà oui c'est marrant, beaucoup de gens m'ont fait un rapprochement de cette photo et m'ont dit ça te va bien comme photo quoi. Donc c'est vraiment le hors sujet, mais je le mets dans tout, même quand je mets des photos avec des corps, des machins, c'est vrai que j'essaie de la foutre quelque part parce que en fait ça fait toujours sourire les gens et ça fait plaisir quoi. C'est inestimable. Alors Exactement. Si on parle côté plus business, aujourd'hui c'est quoi ta source de revenus principale? Tu vis à 100% de la photo? Ouais, aujourd'hui voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'émanciper de mon travail. Moi j'étais technicien dans la plasturgie, donc il n'y avait pas
c'était un boulot cool. Voilà, c'était mon premier job. Je suis resté très longtemps là-dedans. Et le jour où j'ai décidé de me lancer dans la photo, j'ai dit je vais me donner 2 ans pour faire de la photo. Donc j'ai commencé à travailler à côté. J'ai fait les deux en même temps. J'ai fait beaucoup d'heures. Voilà, faut pas hésiter à. Je compte pas mes heures. Hein. Les gens pensent que sur les réseaux, je passe mon temps chez les baskets et prendre une photo des jolies filles, ce qui est faux. Il y a l'envers du décor. On travaille beaucoup en post-prod et surtout en rencontrer des gens. Parce que les gens voient pas. En fait. Chercher du travail, c'est autre chose. C'est voilà la phrase que je veux dire, c'est se vendre. Il faut savoir se vendre. Et donc peu importe. Moi, j'essaie de le faire de la façon la plus cool et la plus, on va dire, je sais pas comment dire. Détendu. Détendu, réglo aussi dans ce que tu fais, tu vois. Ouais. Voilà, forcément tu te fais des ennemis dans ce métier, mais après c'est comme ça, c'est dans tous les métiers. C'est dans tous les métiers pareil. T'apprends, voilà, on apprend en avançant et puis voilà. Donc après là en 2019 j'ai pu me lancer dans la photo. Et après il y a le Covid, donc le Covid a fait que c'était compliqué. Tu te poses des questions, est-ce que t'arrêtes pas. Fin de déconfinement, les clients sont revenus et là ça marche, ouais, ça repart fort, c'est cool. Et aujourd'hui, ma source de revenus, c'est la photo commerciale. Alors c'était ma question suivante, justement. C'était ma question suivante, c'est que tu es connu pour des images de danseurs, mais ton quotidien, c'est la photo commerciale. C'est quoi comme type de photo? C'est des photos qui restent dans mon univers. En fait, aujourd'hui, je dis, c'est un luxe de vivre de sa passion. Donc, de pouvoir appliquer un peu ce que tu fais dans tes codes dans la photo. Donc aujourd'hui, tu peux me solliciter voilà, vu que je prends beaucoup de modèles, tu peux aller piocher des modèles que tu as rencontrés, faire des mouvements dans des photos, c'est cool quoi. Et des photos que je faisais même je disais à des danseurs au début, des modèles, je disais ce serait trop bien, c'est de pouvoir un jour vendre ces photos. Les gens me disent mais tu vas les vendre à qui ces photos parce que elles sont cool, mais dans quelle démarche? Dans quelle démarche? Il y a des clients qui m'ont demandé des photos comme ça pour des campagnes de pub, pour leur com. Donc ton quotidien, c'est de faire de la photo dans ton style pour la communication des entreprises. Exactement, de tout, voilà, que ça peut être tout, même dans le corporate, c'était marrant. Donc je me suis retrouvé en Afrique au bout de 6 mois dans la petite carrière, et c'était marrant parce qu'ils m'ont demandé ouais Tony, on fait ci, on fait ça, mais en même temps tu vas nous faire ce genre de photo qui reste quand même classique, mais après mets ta sauce quoi. Donc il y a vraiment rapporte-nous des beaux sourires, etc. et des beaux gestes. Et en fait le mix de tout, ça fait un bon dossier pour le client, ils sont contents. Donc, et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, on me sollicite beaucoup du bouche à oreille. Ce qui est la meilleure chose, c'est la meilleure manière de travailler. Exactement. Après, il faut charbonner. Voilà quoi. Je suis fatigué comme tout le monde, mais voilà, les gens croient qu'on a la belle vie et qu'on fait juste des photos, mais en fait, on est marketing, commercial, comptable. Je dis franchement, tu fais tout, tu fais tout, mais voilà, quand t'aimes, c'est un métier passion, et voilà, quoi, tu vas à fond. Voilà, si ça s'arrête là, je regretterai pas, quoi. Aujourd'hui, tu es ambassadeur pour différentes marques. On a parlé de Leica. J'ai vu sur ton site qu'il y avait Sigma également. Ambassadeur, c'est un mot que j'aime pas trop employer. On va dire plutôt partenaire ou pote avec certaines marques. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils disent ambassadeur, forcément, ils pensent que tu as du matos gratuit. Tu vois, ce qui n'est pas le cas. C'est pas vrai. Ce qui n'est pas le cas, hein, c'est pas vrai. Hein. Le matos, je l'ai acheté comme tout le monde. Certes, ils m'aident sur des produits, forcément, ou même sur ma visibilité, mais moi, c'est pareil. Une petite anecdote au centre de la photo. Il y a quelqu'un qui fait me voir, il m'a dit Tony, comment tu fais pour avoir du matos gratuit? Je fais comment ça? Je fais ouais, t'es avec eux. Comment t'as fait? Je fais premièrement, comment tu les as contactés? Je fais ils m'ont contacté, donc voilà. Donc après ça c'est autre chose. Et ensuite ils proposent des petits partenariats, des petits deals te près du matos. Et puis voilà quoi. Les deals je m'étends pas là-dessus. Après c'est chacun fait sa sauce quoi. Mais aujourd'hui j'ai dit à tous qui commencent, le matos tu l'auras jamais gratuit. Faut pas regarder YouTube et compagnie là. Il y en a un sur 1 million à qui on propose du matos. Hein. Oui. Après, ça dépend de l'intérêt que la personne et la marque a, mais si je lui dis tout de suite, est-ce que là tout de suite tu peux t'acheter un objectif là chez eux par exemple? Il me dit j'ai pas de sous, il faut qu'ils me le prêtent et que j'essaye. Je dis mais c'est pas comme ça la vie. Moi je vais pas chez Porsche et je monte pas une Porsche pendant 3 mois et après je le ramène ça. Donc, voilà quoi. Même si tu montes ton travail et tout, il faut que tu aies quand même il faut que tu aies au moins la finance pour acheter quelque chose quoi. Si tu peux pas demander quelque chose à quelqu'un et on te le donne comme ça. Tu sors nulle part. Il faut montrer ce que tu fais et aussi voilà pouvoir aussi
dire que tu peux travailler avec eux en t'équipant aussi de leurs produits, quoi. Donc voilà, donc après, voilà, de fil en aiguille, aujourd'hui, je représente plutôt la L-mount de Sigma et Leica Sigma Panasonic. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec les deux marques. D'accord, donc en fait, je sais pas si je réponds à la question, mais c'est plus un partenariat qu'un contrat d'ambassadeur, et du coup, en fait, on vient de casser le mythe du matos gratos. Le matos gratos, faut arrêter. Les gens, ils pensent vraiment que t'as matos gratos, c'est n'importe quoi. C'est l'image qu'on peut en avoir de l'extérieur, en tout cas quand on ne sait pas ce que c'est ces deals-là, en fait. Alors que la réalité, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui t'aident à monter des projets, c'est des gens qui t'aident en visibilité. Exactement. Après, voilà, j'ai la chance qui m'appuie sur des choses, et voilà, quoi. Moi, je trouve ça cool. J'essaie j'essaie de faire mon travail aussi, et puis ça te crédibilise en fait aussi. Quand tu vas voir des clients. Ah oui, je vais pas mentir. Ouais, quand tu travailles avec Leica par exemple Sigma, forcément vis-à-vis des personnes, des clients ou même des particuliers, c'est valorisant, quoi. Ouais, c'est clair. C'est quand tu as une des marques les plus prestigieuses qui te soutient, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Ça veut dire qu'ils ont reconnu la qualité. Exactement, ils te font confiance. Après, voilà, ça fait ça, forcément, ça t'apporte beaucoup de bonnes choses, on va dire, hein. Beaucoup plus de positifs que de négatifs, hein. Des négatifs, il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, putain, qu'est-ce qu'il fout là-bas chez eux, forcément. Au début, tu dis, tu t'assumes pas trop au début, mais après, au final, c'est comme ça, balèque, hein, tu fais ce que t'as à faire, et puis voilà, quoi. Donc, t'as trop à rendre à personne, hein. Si les gens sont là, des fois, c'est pas par hasard, et puis voilà, surtout dans ces deals-là, c'est jamais du hasard, hein. Faut pas croire que. Faut provoquer un peu, hein, mais après, voilà, t'as toujours un petit facteur chance, mais il faut aller le chercher, quoi. Donc. Et puis voilà, après, faut être à la hauteur de ce qu'on te propose aussi. On t'a proposé ça, voilà, t'essaies de monter. Oui, si on te demande d'animer un atelier ou quelque chose comme ça et que t'assures pas du tout derrière, ça ouais, entre autres aussi, mais après voilà, s'ils sont une proposés, écoute, c'est pour confiance, si ça marche pas, ils vont dire, Tony, c'est fini, voilà, bonsoir, frère. C'est pas, voilà, quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, je m'estime heureux quand même d'avoir de traquer de belles marques comme Leica et Sigma. C'est chouette. Si on parle de la place de la communication dans ton travail, moi, il y a une chose que j'ai vue dans les interviews, et ça, on va relancer le vieux débat du travail gratuit. Alors, je fais les guillemets d'usage. T'as dit que c'est les partages des danseurs de rue que tu photographiais qui t'a fait connaître, le fait que eux partagent tes images. Donc, j'imagine que ces images, ils te les achetaient pas, tu les faisais avec eux et tu leur fournissais, et eux s'occupaient de les partager. Voilà, après, chacun a son travail. Tu vois, moi, aujourd'hui, c'est pareil. Comme on dit, tu fais tout gratuit, forcément, tu casses un peu le marché. Donc, aujourd'hui, la photo, c'est accessible à tout le monde, n'importe qui est photographe. Donc, la gratuité, ça fait partie c'est présent, en fait, aujourd'hui. Donc, forcément, ça t'a servi parce qu'il y a gratuit et gratuit. Enfin, je veux dire, tu peux donner des images à quelqu'un, mais quelque part, ça te repaye derrière. Alors, le problème, c'est qu'on oublie souvent que tout le gratuit, enfin, il y a des gens qui rationalisent en fait le gratuit en disant non mais ça finira par payer, alors qu'en fait ça paiera jamais. Toi dans ton cas ça a payé, c'est ça que je veux dire. Comment tu as identifié ça? Au début tu te dis, tu le fais une fois ou deux fois comme tout le monde, t'es obligé, tu testes, t'as aucun moyen il faut du support de communication, donc tu vas te dire je vais le faire une fois, deux fois, après au bout d'un moment tu vas essayer le plus dur c'est de se dire à la fin Tony lui quand il vient te contacter, c'est comme quand tu dis que t'es photographe avec des amis dans ta famille. Les gens, au bout d'un moment, quand ils comprennent que ils viennent plus te voir en disant Tony, tu peux faire des photos, ils vont dire Tony, comment tu prends? Voilà. Là, ils ont franchi la barrière. Donc, tu as quand même réussi à travers ça à faire passer l'idée qu'à un moment ils allaient devoir payer. De toute façon, ils le savent forcément. Parce qu'au début, quand tu commences à te faire connaître, les gens vont te dire mais la plupart m'ont dit je n'ose pas te demander parce que forcément tu coûtes peut-être trop cher ou peut-être tu ne voudras pas travailler avec moi. Mais quand tu commences au tout début, les gens ils savent pas en fait, donc ils vont proposer souvent une collaboration forcément. Après aujourd'hui tu ne tentes rien à rien, donc tu demandes, c'est gratuit, c'est pas gratuit. Mais moi en tant que photographe, tu le fais une fois, deux fois. Aujourd'hui je continue à le faire, je fais toujours des collaborations, j'ai pas le droit de dire, parce que c'est des gens qui m'apportent ils m'apportent vraiment du. Après faut voir ton intérêt. Mais après voilà, tu passes un peu pour un prétentieux quand tu refuses à quelqu'un, tu fais voilà. Donc moi je dis toujours si je fais payer à une personne, pourquoi je ne peux pas payer à une autre, tu vois. Parce que tu peux être payé différemment. Le problème en fait c'est de pas rationaliser aveuglément. Après j'ai une question d'équité, mais après voilà, il y a certains niveaux, il y a certains choix à faire. Je sais qu'il y a des personnes. Moi aujourd'hui je vais prendre l'argent où il y en a. Voilà, si je dois le dire comme ça. Je suis pas un requin, mais potentiellement l'argent je vais le prendre avec des productions, des compagnies, des tu vois, parce que je sais que sociétés parce que les modèles, forcément, ça, pour moi, ça reste quand même un particulier en soi.
Ouais. À part si c'est un gars qui pèse grave et qui touche des 100 et des 1000, forcément, lui, de lui-même, il va dire, forcément, aujourd'hui, tu joues ton pouvoir aussi, il va dire, tu me fais gratuit, moi, je te faire de la visibilité. Mais voilà, après, c'est des choix à faire, hein, donc, mais il faut bien situer. Au début, tu le fais un peu gratuit, mais à la fin, on va savoir où ça t'amène. À qui tu vas prendre l'argent. Ouais. Donc, mais voilà, et après, aujourd'hui, moi, vu que je bosse aussi beaucoup, tu fais des choix de shooting et voilà, c'est plus facile à gérer quand t'es occupé. C'est à gérer aussi, ouais, je vais pas te mentir, ouais, c'est facile à gérer quand tu commences déjà un peu ton travail est un peu reconnu déjà. Donc, mais au début, pour se reconnaître, forcément, tu commences. Là, je vois des photographes qui sont très très bons, qui font ça par passion surtout, mais qui font payer personne, tu vois. Là, par contre, tu vois, ça fait un peu. Oui, ça casse le marché. Ça casse beaucoup le marché, tu vois. Mais les gens, tu leur dis gentiment, écoute, au bout d'un moment, tu sais, si tu ramènes tout le monde, les gens, ils vont, parce que les gens, ils font du très bon travail. Et ces gens, ils n'ont pas besoin d'argent forcément, tu vois. Donc, tu sais, ils vont pas le comprendre. Ouais. Et après, ça a toujours existé, hein. Tu peux pas l'enlever de la tête des gens, hein. Il y en a qui sont, on va dire, entre guillemets, photographes, comment dire, ils font ça par passion, plaisir. ouais. Ils sont très bons en plus, hein. Ouais. Non, mais il y a des photographes qui sont pas professionnels, qui sont meilleurs que certains qui se disent professionnels. C'est pas la question, mais c'est important. On perd toujours, quand on a cette discussion entre photographes, on perd toujours une nuance qui est celle du démarrage, qui est celle de l'expérience, qui est celle que parfois ça fonctionne aussi. Enfin, il y a des cas où ça peut se justifier et on perd un petit peu cette nuance-là dans le tas de tous les jeunes photographes en fait qui veulent démarrer, qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi et qui rationalisent la gratuité. C'est très dur aujourd'hui parce que tu sais aujourd'hui même dans le pro, les gens, voilà, quand tu fais maintenant les réseaux sociaux, ça a ouvert un autre marché de photos, tu vois. Et les prix, les tarifs sont tirés très très bas. Ouais. Donc moi je suis arrivé un peu entre les deux, mais après faut savoir dans quoi tu veux te positionner dans la photo. Mais tu vois quand même que les prix sont tirés très très bas parce que justement les marques, on va dire, savent que maintenant les plus jeunes ils le feraient gratuitement. Ouais. Et aussi doués soit-il, hein. Donc et il y en a qui vont pas le comprendre, donc ils vont faire ça gratuit. Et au bout d'un moment, quand t'as une grosse marque, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, Nike qui débarque, qui dit voilà, je veux ça comme photo, le gars va dire moi je vais me faire payer, tu sais. Mais il va pas comprendre, il va dire non, tu fais ça gratuit à tout le monde, pourquoi on va te payer, tu sais. Donc, parce que vous êtes Nike. Voilà, et si tu fais pas si tu commences pas à te vendre tout de suite, ça te colle. En fait, t'es pas crédible si tu te vends pas tout de suite. T'es pas crédible, ouais. Et ça, beaucoup de jeunes photographes se plantent et ils en font des frais parce que du coup, ils vont pas plus loin en fait. Ils continuent à refaire ça, mais ils se mettent à travailler à côté parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre. Donc, si toi tu refuses, moi je préfère refuser un job et que quelqu'un le prenne à que dalle, mais j'aurais pas fait, tu vois, parce que là, des fois, tu me proposes des trucs, payer 3 fois rien, quoi. C'est pas possible, quoi. Moi, j'ai pas du matos à payer pour de vrai. J'aime pas me justifier en plus. Donc, non, mais quand tu fais tes comptes sérieusement, tu sais que chaque sortie de matériel, t'as un amortissement sur le matos et qu'il faut tenir compte aussi, quoi. Et après, on va pas aller sur les forums pour voir qui t'explique que t'es smicard à la fin. Bon, moi, je lis pas trop les forums. Et au tout début, j'ai feuilleté un petit peu quand même parce que tu veux te mettre. C'est très dur, hein. Tu veux te positionner, combien tu vas te vendre, combien tu vas chiffrer. Et ça, c'est un sujet qui est très tabou dans la photo, la vidéo. C'est peut-être en France, c'est comme ça. Hein. C'est peut-être parler d'argent en France, c'est tabou. Donc, tu vas pas forcément trouver des gens qui vont t'aider à facturer, tu vois. Je crois que la plupart des gens qui facturent bien, en fait, le gardent pour eux et laissent les autres pleurer en disant qu'on gagne pas sa vie en photo, en fait. Les gens qui te donnent des conseils, moi, forcément, c'est pas les bons, tu vois. Tu te rends compte que t'as des gens qui sont pas légitimes. Qui en rajoutent un peu, même. Non, après, voilà, quoi. Mais c'est compliqué de se vendre, en fait. Hein. Donc, et de parler d'argent, en fait. C'est très tabou. Voilà. Ça fait pas partie de l'éducation. Alors, on va quand même parler d'argent. On n'est pas obligé de donner des chiffres, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie en photographie ? Ouais. Écoute, moi, comme je t'ai dit, je me suis donné 2 ans pour faire de la photo pendant que je travaillais. Donc de fait, j'ai des semaines de 70 heures. Hein. Donc, j'ai pu privilégier justement les collaborations sans mettre en off, et essayer de faire un peu de pro à côté pour commencer à me faire connaître, quoi. Donc, forcément, au début, tu chiffres pas énormément parce que tu sais pas combien tu dois chiffrer. Donc après, tout dépend dans quel secteur tu travailles, hein. Mais après, au fil du temps, tu rencontres des pros aussi qui sont dans ce milieu et qui vont t'expliquer un peu, voilà, ça fait tant. Et après, par rapport au travail, tu te positionnes. Donc, mais voilà, donc je m'étais donné un chiffre minimal parce que se lancer comme ça, là tout va, c'est compliqué. J'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient ça aussi pendant que j'étais, par exemple, au chômage. Voilà, je me lançais, je fais une reconversion. Mais le problème, c'est que quand tu touches déjà un salaire qui rentre, tu négliges un peu ton
T'es pas assez motivé. Ouais, t'es pas motivé comme tu devrais l'être. Moi, je travaillais en même temps et voilà, le fait de charbonner comme ça, peut-être ça m'a donné un coup de fouet et ça m'a permis de réfléchir. Donc à la fin de ma deuxième année quasiment, je me suis même à mi-deuxième année, je me suis dit bon je suis peut-être pas rentré beaucoup de chiffres, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'avais déjà annoncé dans ma société que je partais et je suis parti vraiment, j'ai démissionné. J'ai pas demandé de, je voulais vraiment partir. Sans limiter, ouais. Voilà et c'est à ce moment-là que j'ai eu trois opportunités qui ont fait que j'ai pu partir. Mais c'est pareil, en fait, tu travailles toujours en flux tendu dans ce métier-là. Tu sais, voilà, c'est comme dans tout, hein. Quand tu es chef d'entreprise ou à ton compte, faut jamais avoir un client qui te ramène 70% de tes revenus, sinon tu es mort. C'est clair, ça peut faire très mal. Donc voilà, l'idée c'était de vraiment faire un bon réseau et là je me suis dit bon voilà, sur la première année je commençais à avoir des clients, j'ai fait un chiffre, moi j'étais basé sur le minimum que je pouvais gagner par rapport à mon salaire que j'avais avant. Voilà, j'avais un salaire quand même confortable, je touchais à peu près 2000 €, 2200 € net par mois, tu vois, donc il faut les faire quand même. C'était cool, j'avais un boulot qui était vraiment tranquille, donc voilà, je pouvais rester comme ça toute ma vie entre guillemets. Moi, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Si ça marche pas, je sais que je pourrais retourner travailler là où j'étais, mais non, c'est hors de question. Donc il faut donner ses chances. Et aujourd'hui, je continue à faire ce que j'aime. On sait pas si ça va s'arrêter, quoi. Donc et oui, aujourd'hui, si je suis honnête avec toi, je touche quand même beaucoup plus que ce que je gagnais avant. D'accord. Bon, c'est cool. Voilà, donc c'est cool. T'as un rythme de vie qui est pas pareil, parce que je pensais moins travailler qu'avant. Parce que quand je dis moins travailler, c'est que j'avais 2 métiers en fait. Ouais. Avec la photo. Aujourd'hui, je fais que de la photo et aujourd'hui, en fait, je travaille même beaucoup plus qu'avant. Voilà. Et là, après, l'idée, c'est de trouver le comment dire. Parce que voilà, je vis avec quelqu'un aussi. Il faut faire la part des choses. Donc, le plus dur, c'est de s'accorder pour pouvoir en vivre et avoir une vie aussi privée saine, on va dire. Donc, c'est compliqué, mais au niveau il y a un temps de réglage, mais pour l'instant, je suis content de ce que je vis et que ça dure, quoi. Donc, c'est cool. C'est cool d'en faire part, tu vois, là, aujourd'hui, avec toi, tu vois, sur ce podcast, tu vois, donc, et d'expliquer aux gens. Moi, les gens, j'adore partager. Donc, si les gens, ils veulent poser des questions, il n'y a pas de souci, hein, j'ai rien à cacher. Si je peux aider les gens, si je peux donner ce qu'on m'a donné en commençant la photo, je le fais avec plaisir. Voilà. Ok, non mais c'est important, c'est des sujets qui sont souvent éludés et on se rend pas forcément compte que si on peut gagner sa vie dans la photo. Il faut savoir se vendre, c'est très important. Et puis voilà, la photo, c'est pas un métier facile, hein, comme tout. T'es commercial avant d'être photographe. Je suis meilleur commercial que photographe, exactement. Moi aussi. C'est ça. Donc voilà. Alors on va arriver à la conclusion de l'épisode. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? Le pire moment de ma carrière? Ouais, j'en ai pas des pires, mais j'ai eu des petites anecdotes assez sympas. Après, bon, je peux le dire maintenant, mais j'ai dû faire un shooting pour un gros client. Et je t'avoue que même dans mon parcours photographique, je suis pas un filou, mais bon, on va dire qu'il faut être un peu roublard, en fait, faut avoir du bagou. Voilà, ce que je dis, faut avoir du bagou un petit peu, dans le bon sens. Moi, la photo, quand j'ai commencé, quand on m'a proposé des gros jobs, on te propose, tu les prends, tu vois. Peu importe la situation, il faut savoir rebondir. Après, bon, faut pas abuser non plus. Je suis parti faire des shootings, sachant qu'il y a des, entre guillemets, il y a des réglages que je connaissais même pas sur mon appareil photo, tu vois. Je comptais sur, bon, pas sur la chance, mais bon, tu cherches un peu sur internet, machin, et voilà. Donc j'arrive sur un shooting et j'ai pas appliqué sur toutes les règles de base, quoi, tu vois. Par exemple, des cadrages. Bon, les cadrages, ça va, mais surtout des règles pour sécuriser les photos, tu vois. Donc je devais faire des portraits et j'en ai fait plusieurs, mais forcément, je me suis rendu compte qu'il y avait des photos qui étaient floues. Parce que mise au point, c'était un peu fait à l'arrache, tu vois. En fait, tu commences un peu à t'enjailler sur des trucs parce que tes conditions sont bonnes. Et quand c'est des photos qui sont des photos vraiment très importantes, je me rends compte qu'ils sont flous et j'ai dû les rattraper vraiment sur Lightroom. Mais quand tu vois l'utilisation qu'ils en ont fait, tu vois, c'était pas de l'agrandissement de ouf, donc ça passait crème, quoi. Donc ça m'a fait rigoler quand j'en parle. Ouais, mais tu baissais la tête en espérant que ça passe, quoi. Je l'ai vu en post-traitement après. J'ai dit, merde, putain, j'en ai pas une qui est plus nette. Et en fait, non. Mais ça va, c'était pas flou non plus. C'était voilà. Oui, c'était pas nickel, quoi. C'est pas ce que tu ferais aujourd'hui, propre, non, nickel, voilà, sécurisé. C'est plus propre. J'ai des potes qui font par exemple, du corpo, c'est super clean, c'est propre, quoi. Et lui me dit c'est trop propre. Et finalement, le trop propre, c'est ce qu'il faut des fois. Et voilà. Sinon, pareil pour un voyage, on m'a volé ma valise. Donc, on m'a volé ma valise, il y avait du matos dedans. Donc là, je me sentais un peu con. J'avais raté mon avion aussi. Ouais. Donc voilà, ça c'est tout s'est enchaîné. Tu rates souvent tes avions et tes trains, non? Le train, jamais. J'ai toujours pile à l'heure. Une fois, je suis arrivé, la porte se fermait. Mais l'avion, je l'ai raté vraiment. Je partais en Afrique, donc je pensais vraiment arriver à l'heure à l'aéroport. Ça fout mal, ouais.
Je suis parti 1 heure avant de chez moi, donc pour dire, j'ai oublié qu'il fallait enregistrer les bagages et tout. Et ils m'ont rigolé au nez en fait. Donc le lendemain, j'ai dû prendre un billet à l'arrache et tout, repartir le lendemain tout de suite parce que j'avais pris quelqu'un d'important là-bas. On m'a volé ma valise pendant le transit et comme par hasard, j'ai mon matos dedans, j'ai complètement plané, j'ai eu plein de matos dedans. Ça c'était, est-ce que mon nom, ils ont dû voir Père Noël à la place de Tony Noël, je pense, donc ils ont dû se servir dedans. Donc, je suis arrivé là-bas, je suis resté 1 semaine sans valise, sans rien, et j'ai eu de la chance que j'avais mon sac à dos et dedans j'avais juste un appareil photo, ma tablette et des fois ça suffit. Et c'est tout. Des fois c'est ça tout. suffit. J'avais que ça. Il y avait même pas de vêtements, j'avais rien. Et je suis arrivé vraiment à l'arrache. Je suis resté et bon, à l'époque j'avais un D5 et un réflexe, donc la batterie elle tenait la semaine, la batterie. Donc j'ai pu faire toutes les photos et j'avais que 2 objectifs, un 35 mm et un 14-24. Et j'ai tout fait avec. Et j'ai ramené des super photos aux clients, ils étaient super contents. Donc ça m'a sauvé mon truc, mais c'était une super expérience en tout cas humainement aussi. En tout cas, t'as dû gérer avec le matériel minimal, avec exactement. Ce que t'avais. Et voilà. Et des fois c'est les contraintes du métier. Et là, c'était vraiment des bonnes contraintes, mais voilà. Ça se trouve, tes photos n'auraient pas été aussi réussies si tu avais eu tout ce que tu avais besoin, tout ce que tu avais prévu sous la main, quoi. Bah ouais, j'ai fait avec, voilà. Mais bon, j'avais quand même l'outil, à peu près l'outil nécessaire, mais c'était cool, quoi. C'est une bonne expérience. Ça, c'est peut-être le pire que j'ai eu dans ma maigre carrière, ma petite carrière de photo. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière, alors? Le meilleur moment? Je sais pas. En fait, on a plein tous les jours, c'est des bons moments, donc je pense que rencontrer des gens super, je peux pas dire qui, parce que j'en rencontre. Pour de vrai, j'en rencontre tous les jours. Je rencontre des gens cool tous les jours. Et donc ça je pense que c'est les meilleurs moments c'est que des meilleurs moments. Voilà. Donc t'as beaucoup de meilleurs moments et de temps en temps un petit mauvais, et puis finalement il est pas si grave et c'est souvent une opportunité. Après je te dis, faut être un peu, je relativise un peu sur plein de trucs. Donc après c'est peut-être le fait de mûrir un peu. Et je te dis, je rencontre des gens qui sont posés et qui disent qu'il n'y a pas que ça dans la vie, tu vois. Les voyages un peu humanitaires, ça te forge aussi, tu vois. Donc t'apprends que t'as pas tant de problèmes que ça. Et après, surtout, si je dois dire ça, je vais finir sur ça, mais le fait d'être bien entouré, ça aide beaucoup, tu vois, des gens qui te boostent un peu, tu vois, même que ce soit des amis, de la famille, qui croient un peu en ce que tu fais, tu vois. Et faut pas se laisser pousser des amis non plus, tu vois, mais parce qu'il faut être aussi réaliste, mais les gens qui t'entourent, c'est trop bien, en fait. Des fois, ils te portent quand t'as besoin. Des fois, ils te portent, mais des fois, ils te portent un peu trop, des fois, ils te portent tout le temps. Donc, il y en a, je pense qu'ils se laissent tout emporter, mais voilà, faut être bien entouré, je le dis franchement. Et ceux qui y arrivent tout seuls, respect. D'accord. Donc, voilà. On arrive à la dernière question de l'épisode. Qu'est-ce que tu me recommanderais comme invité pour un prochain épisode? Wow, putain, j'en ai pas qu'un en fait. Là, tout de suite. Ah si, peut-être. Alors là, je vais parce que lui, c'est une bonne vibe aussi, et c'est un mec aussi. On a commencé quasiment en même temps. Il vit son truc à fond, et c'est pareil. Il a fait une reconversion. Il s'appelle Damien Largeron. Ouais. Donc j'espère qu'il va te répondre. C'est cool. Et là, en ce moment, il fait pas mal de trucs super cool. Il fait quoi? Lui, il fait de la photo outdoor. D'accord. Voilà. Et il a, je pense, pas mal d'anecdotes à te raconter et dans la progression de sa carrière aussi. Ok, je note. Donc, et puis je le contacterai. Je te donnerai son contact, mais voilà. Dame, si tu m'entends, tu verras, c'est dément. c'est sa phrase, c'est son mot-clé, ça. C'est dément. Cool. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton site internet? Quels sont tes canaux de communication préférés? Mais faut que je mette à jour. Instagram, Tony Noël. Donc, voilà. Et j'ai un autre compte aussi qui travaille sur la photo d'art, parce que c'est vraiment mon travail principal aujourd'hui, mon travail perso, on va dire plutôt, qui s'appelle Movement is Art. Donc je pense que tu partageras que je mettrai dans les liens, mais il apparaît quand même sur ton site internet, même si c'est peut-être pas complet. Voilà. Et on peut me retrouver sinon, là je suis à Arles, donc si tu veux me payer une bière, je paye ma bière, sinon je suis à Arles pendant 3 jours. Donc, quand tu seras diffusé, tu seras plus à Arles, je pense, mais peut-être voilà, je serai à Lyon ou quelque part sur Terre ou ailleurs, mais voilà. On se donnera un rendez-vous pour une bière. Exactement. Avec plaisir. Merci beaucoup Tony. Je t'en prie. Bonne visite d'Arles, profite bien. Merci. Et puis écoute, à très bientôt. Et puis à très bientôt, et puis voilà, bonne journée. Hein. Salut Julien. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.